Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site de Oko, la gourde filtrante développée par la NASA. Elle permet en effet de transformer n'importe quelle eau non potable en eau potable. En plus de ça, avec le code Oko le parcours, tu auras droit à 10% de réduction sur toutes tes commandes. Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un décor inhabituel, habituel pour Monsieur Boulox qui est ici. Comment tu vas Boulox? Ça va ton frère? Ça va super, je te remercie. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une interview Le Parcours. Du coup on va revenir sur toute la vie de notre cher Aboubacar Bathily. Pour ceux qui ne te connaissent pas Boulox, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, écoutez, moi c'est Aboubacar Bathily, et qui est Boulox et qui est The AB Show. J'ai 27 ans, actuellement combattant dans la catégorie des poids lourds. Et aussi podcasteur et entraîneur, multiples casquettes. Multiples casquettes. Du coup, tu combats, j'ai noté que tu avais un palmarès de 7 victoires pour 4 défaites en MMA. Tu combats le 4 décembre à l'Ares 18 face à Geoffrey Hulton. 15 décembre. 15 décembre. Ouais, ce que j'ai noté, parce que j'ai pas dit 15 décembre. Non, j'ai entendu 4 décembre. Ah non, 15 décembre, 15 décembre lors de l'Ares 18 face à Geoffrey Hulton. Tu nous en avais parlé notamment dans la vidéo de la UF4. Ouais, c'était de la reine. Ouais. Et du coup, avant de parler de tout ça, comme je l'ai dit, j'aimerais revenir sur tout ton parcours, etc. J'ai pas vu énormément d'interviews où tu le racontais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance brièvement, ou si tu veux étaler le sujet, libre à toi. Mon enfance, où est-ce qu'on démarre de l'enfance? On va dire tout d'abord déjà où tu es né. Je suis né à l'Haye-les-Roses, j'habite toujours à l'Haye-les-Roses et d'ailleurs on est actuellement aussi à l'Haye-les-Roses. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle les Tourmarons et j'ai passé ma scolarité aussi dans le quartier voisin. J'ai été au collège aussi dans ma ville et au lycée un peu plus loin, mais bon, j'ai pas eu un parcours assez brillant quand même, un parcours assez brillant on va dire au niveau de la scolarité. Ensuite, des petits, on va dire, j'ai été me tester au judo. En fait, je voyais mes camarades de classe qui en faisaient, je crois que j'étais en CE1, donc j'ai directement accroché, j'ai fait de la compétition et tout. Et après, quelques années plus tard, j'en ai fait peut-être 3 ans, j'ai arrêté, j'ai repris quand j'étais au collège. Et après, de là, on va dire que c'est là où j'ai continué les sports de combat. Donc, est-ce que tu as des frères et sœurs et qu'est-ce que représente ta famille pour toi? Oui, on est une fratrie de 10 frères et sœurs, je suis le dernier. J'ai 3 grands frères et 6 grandes sœurs. C'est moi le dernier de la famille. Bah écoute, comment dire, la famille c'est quelque chose d'essentiel. Tu vois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je ne saurais même pas vraiment te l'expliquer parce que pour moi c'est quelque chose de naturel, c'est des liens forts et c'est aussi les repères, tu vois. Donc pour moi, briser les liens de parenté ou les liens de fraternel, c'est impossible, tu vois. C'est même pas quelque chose que je conçois ou... Voilà, donc c'est primordial. La famille, c'est primordial. C'est les repères, c'est les ressources, c'est là d'où tu viens, c'est important, quoi. Et comment s'est passée ton enfance, notamment avec ta famille? Dieu merci, ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé. J'ai pas non plus été quelqu'un de chouchouté, tu sais, comme on a l'habitude de dire le dernier de la famille. Non, ça s'est toujours bien passé. C'était lit superposé, c'était vraiment une ambiance familiale. On était beaucoup à la maison, là on est moins parce que voilà, chacun a pris son envol. Et non, ça s'est bien passé, j'ai que des bons souvenirs. Honnêtement, que des bons souvenirs quand je me remémore tout ça. Et j'en garde que des bons souvenirs, honnêtement. Et donc tu es malien? Malien. Est-ce que tu partais parfois au Mali? J'ai été qu'une seule fois. C'était en 2008. Ça remonte, je crois que je rentrais en 5e. C'était les vacances d'été, je rentrais en 5e. J'étais jeune, mais j'en garde quand même des souvenirs. J'avais été à Bamako, dans la capitale. J'avais été aussi au village, là c'était vraiment la brousse. Et le mode de vie n'était pas pareil. J'avais même pas assumé, tu sais, ils sont en plein été. Et c'était la période des, je crois qu'ils appellent des moissons, tu sais, genre lorsque tu vas cultiver la terre et tout. J'avais été une fois, je suis tombé malade direct. Ah ouais. Avec des chauds, j'ai voulu boire une gourde, elle était hyper chaude. Oh, j'étais pas prêt pour ça. Non, pas habitué. J'étais pas prêt pour ça. Et c'est là où j'ai vu qu'ils étaient vraiment fort de travailler sous la chaleur avec, il n'y avait pas de
de gourde assez fraîche pour se rafraîchir, tu vois. Ça m'avait marqué ça. Mais sinon, ouais, c'était des bons souvenirs. Il y avait le fleuve juste à côté dans mon village. De l'autre côté, il y avait le Sénégal. Tu sais, parfois, on prenait comment ça s'appelle, les petits bateaux là. C'est ça. On allait au Sénégal, tout. C'était vraiment des beaux souvenirs. Faudrait que j'y aille, en plus ça a changé maintenant, ça a évolué. Donc, ouais, j'imagine. Faudrait y aller, quoi. Forcément. Est-ce que tu avais des passions particulières, mis à part le judo, comme tu as pu le dire? Qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre? Passion particulière, honnêtement, c'était les jeux vidéo. J'avais pas de passion, mis à part. J'aimais. Moi, il y a une chose que je faisais même quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup les corps à corps. J'en faisais vraiment, mais j'en faisais énormément dans mon quartier. Et moi, mes seules passions, c'était ça, c'était me battre, mais pas me battre pour de vrai, voilà, faire des corps à corps, jouer aux jeux vidéo comme un enfant lambda, quoi. Mais sinon, j'avais pas eu d'autres passions mis à part ça. Et tu as parlé notamment de l'école. J'aimerais savoir si tu étais plutôt un élève perturbateur, un élève brillant, où tu te situerais aujourd'hui? Je me suis tiré entre les deux, j'étais un peu perturbateur, mais quand je me mettais à travailler, j'avais des bons résultats, j'avais des bonnes réflexions et tout. Mais c'est juste que j'étais à l'école juste pour y être, je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas à l'école en fait juste pour y aller, quoi. Et donc c'est un petit peu ça, on va dire, qui m'a freiné. Mais je dirais pas que j'étais un élève. Non, je mettais pas les moyens qu'il fallait, on va dire. Je mettais pas les moyens qu'il fallait, j'étais un petit peu perturbateur, surtout au collège. Et voilà, parce que je ne savais pas pourquoi j'allais à l'école, je ne savais pas pourquoi ce que je voulais faire réellement. Ça veut dire que c'était plus un passe-temps qu'autre chose en réalité, tu vois. Donc c'était voilà. Et tu t'es arrêté où Je me suis arrêté en fait, je suis passé au lycée en bac pro électrotechnique. Et en fait, au lieu de passer en première, ils m'ont dit non, tu sais quoi, on va te mettre en CAP terminale. Ah ouais. Et je l'ai raté de quelques points. Mais ouais, j'ai même oublié le nom du lycée, c'était à Choisy-le-Roi. Ah, carrément, tu te souviens plus du nom Ouais, c'était Jacques Brel, il me semble. Il me semble que c'était Jacques Brel. Et ouais, donc du coup, après, j'ai fini ma deuxième année en CAP terminale et je l'ai loupé. En fait, à ce moment-là, j'avais commencé le grappling au moment où j'étais en seconde. Et carrément, des fois, je séchais les cours pour aller m'entraîner parce que à l'époque, c'était à 17h30, il me semble. Les cours de grappling, et des fois je séchais les cours pour aller m'entraîner. Et après, du coup, dès que j'ai fait ma deuxième et dernière année, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, on va dire, entre guillemets, à m'entraîner à temps plein, on va dire. À ce moment-là, tu vois. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais un objectif précis de carrière ou tu faisais ça vraiment parce que tu aimais le faire? J'aimais le faire aussi, mais j'avais quand même un objectif. Moi, j'ai toujours aimé la confrontation. Ça veut dire que même déjà, dès que j'étais au judo, à l'époque, c'était David Douillet qui était, on va dire, qui était au summum. Et en fait, je me suis toujours identifié, tu sais, même je regardais les Jeux Olympiques et tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le grappling, déjà moi je cherchais plus une forme de base, je cherchais un club de lutte. Je suis tombé sur le grappling et j'ai même pas de souvenir je pense même pas que je connaissais vraiment le grappling à ce moment-là. Je suis vraiment tombé chercher un club de lutte et il y a un ami à moi qui m'a dit ouais, il y a un club au Kremlin et je suis allé là-bas. Et du coup, c'est là-bas que j'ai commencé à faire du grappling. Mais après, ouais, dès le début, moi j'ai cherché directement à faire de la compétition. En fait, chaque chose que j'ai fait, même pour te dire, à un moment donné, j'ai fait un an de rugby. Directement, au bout d'un an, après je me suis blessé, donc ça m'a arrêté. Mais au bout de quelques mois, un an, j'ai commencé à regarder pour aller me tester dans des centres de formation. Donc en fait, chaque chose que j'ai fait, j'ai toujours voulu en fait aller au top, à chercher à me surpasser et à aller me confronter au meilleur, quoi. Et c'est quoi qui te passionne autant dans le sport? Dans le sport, même dans le sport en général, en fait, c'est l'auto-satisfaction déjà. C'est le fait d'être discipliné. Tu sais, à l'approche d'un combat, tu peux pas te permettre, par exemple, de dormir à 3h du matin. C'est aussi la confrontation, savoir qui est le meilleur, tu vois. Et après, dans le fond, même, c'est une auto-satisfaction. Tu sais, tu te dépenses, c'est même une sorte de thérapie aussi. C'est une sorte de thérapie, ça te canalise, t'es une mauvaise humeur, tu vas juste taper dans un sac de frappe, ça va te canaliser. Ça apporte beaucoup de choses. Vraiment, ça apporte beaucoup de choses. Donc je pourrais
passer des heures là-dessus, mais ouais, ça apporte pas mal de choses. Donc là, il y a énormément de choses par rapport au MMA. Ce que je vois là, c'est la photo de Cain Velasquez qui est ça, juste derrière toi. C'est ça, la cacher, ouais. Il y a également la photo de Georges Saint-Pierre, etc. Donc j'aimerais te demander comment est-ce que tu as découvert ce sport qu'est le MMA? J'ai découvert l'UFC, hein, déjà précisément, je l'ai découvert, il me semble, c'était au collège. J'étais au collège et je tombais dessus, j'étais chez mon cousin sur RTL 9, à l'époque ça passait sur RTL 9, je crois que c'était Vincent Paris qui commentait. Et à ce moment-là aussi, il y avait le jeu sur PlayStation 2, UFC Undisputed. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à voir le MMA. Et en fait, je crois que j'ai même commencé à jouer d'abord. Et c'est quand je suis tombé dessus à la télé que j'avais reconnu. Comment il s'appelle l'arbitre? Je crois que c'était Herb Dean. Ouais, Herb Dean. Je l'avais reconnu comme ça et j'avais fait le parallèle. Ah, c'est à ce jeu-là que je joue, tu vois. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à suivre l'UFC sur RTL 9. Bon, je savais pas à quel moment ça passait, mais parfois quand je zappais, je tombais dessus et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Donc, comme on peut le voir ici, la ceinture du Contenders du 100% Fight. Ouais. Donc, tu débutes ta carrière au 100% Fight en 2016. Ça. Exactement. Pourrais-tu nous dire pourquoi déjà faire cette démarche de vouloir combattre et comment s'est passée ta première expérience au 100% Fight? Comment ça s'est passé? En fait, pour la petite histoire, j'ai combattu en grappling fight à 2 semaines des premiers Contenders que j'ai fait. C'était en 2016, début 2016. Et en fait, il y avait Hatch qui était... dans la salle et moi j'ai vu qu'en polo on n'est pas beaucoup, je suis tombé, c'était un tournoi de base mais finalement j'ai fait qu'un super fight parce qu'on n'était que 2 et Hatch cherchait un polo et moi j'avais déjà vu que tu sais à l'époque en fait sur la page du 100% Fight quand il y avait les Contenders ils mettaient une publication sur Facebook et ils mettaient les 4 noms du tournoi de peu importe la catégorie et là à ce moment là il manquait 1 ou 2 poids alors je crois qu'il en manquait 2. Donc moi je savais qu'en faisant le grappling fight, je m'étais dit ok si ça se passe bien, je peux postuler. Et du coup il était là. Après j'étais avec mon coach, on est parti le voir, il a dit ok vas-y c'est parti. Et en plus j'avais déjà été tourné à la Academy donc je pense qu'il me connaissait un petit peu et tout. Et donc du coup 2 semaines après je fais les Contenders, je sais plus c'est lesquels, donc je perds au premier tour. Après je fais un deuxième combat quelques mois après au 100% Fight, je le perds et c'est quelques mois plus tard il y avait les Contenders en novembre 2016 et c'est là où j'ai fait une réelle préparation et après j'ai gagné, c'était 2 combats dans la soirée. Quel était ton sentiment la première fois que tu étais entré dans le ring? Parce qu'à l'époque je crois que c'était pas c'était des rings, je crois que c'était 2 rounds de 5 minutes. J'étais transporté hein, et carrément c'est un sentiment, une sensation que j'ai plus retrouvée derrière parce que là c'était la première adrénaline, je ne savais pas, là j'allais vraiment à l'aventure, je savais pas à quoi m'attendre et tout. C'était assez particulier. Je me suis rendu transporté et c'était fou. Et c'est vrai que justement les combats d'après, je pensais retrouver cette même énergie, mais je ne l'ai pas retrouvée, mais je me suis fait à l'idée qu'en fait c'était parce que c'était la première expérience, donc forcément tu sais pas à quoi t'attendre, donc il y a de la pression, il y a de l'adrénaline, donc c'était pour ça que c'était un moment on va dire particulier en tout cas mon premier combat. Et avec le recul, comment tu jugerais tes 2 premières performances? Avec le recul, c'était de l'expérience, c'était un peu des... comment dire avec le recul, c'est des choses que je ne ferais que si en tout cas j'avais le choix de faire de retour en arrière, j'aurais pas fait les choses comme ça. Après voilà, ça fait partie maintenant de mon expérience, de mon palmarès. Mais c'est vrai que par exemple la différence d'aujourd'hui, c'est que là il y a le parcours amateur qui se développe, tu vois. Donc ça te permet on va dire de faire des erreurs que tu peux ne pas faire justement dans le circuit pro. Et donc du coup à l'époque, après je suis pas le seul français, donc je cherche pas d'excuses, hein, mais en gros c'était un peu une génération. J'arrivais à la fin de la génération sacrifiée, moi, un peu. Donc, il y avait quand même pas mal de Français qui avaient fait leur palmarès aussi au sens du 100% Fight. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on mettait directement les pieds dans le banc, tu vois. Donc, il n'y avait pas de parcours amateur. Moi, j'ai fait qu'un seul combat amateur et directement 2 semaines après, je me retrouve en pro. C'est comptabilisé sur Tapology, sur Sherdog. Et en réalité, si demain, même je devais conseiller à un jeune qui veut se lancer dans les MMA, c'est vraiment de faire 10, 15, 20 combats amateurs avant de se lancer en pro, justement pour pas faire les erreurs, pour pouvoir trouver son style, pour pouvoir se peaufiner et ensuite, quand tu es bien stable en amateur, même si tu n'excelles pas forcément en amateur, au moins tu as ce qu'il faut, tu as l'expérience requise pour aller en professionnel et justement faire moins d'erreurs. Totalement d'accord avec toi. Et on n'en a pas parlé, mais comment tu as fait ta transition du coup du grappling, judo au MMA? En fait, en arrivant déjà au grappling, j'avais ce réflexe-là à donner le dos parce qu'au judo, tu sais,
entre guillemets, on n'est pas réellement en danger lorsqu'on se met en boule, tu sais, lorsqu'on donne le dos. Donc j'avais cette manie de faire, et donc mon coach il m'a rectifié, tu sais, genre de ne pas donner le dos. Mais j'étais plutôt à l'aise sur les phases dès qu'on démarrait debout. En plus j'ai fait pas mal de compétitions de grappling, donc mon judo m'a toujours servi jusqu'à présent d'ailleurs, hein. Sur le MMA il me sert, tu sais, sur les petits balayages, des crochetages et tout. Et ensuite, en fait, j'étais au Kremlin 17, en fait, on s'entraînait avec les gars du MMA, qui faisaient de la boxe, du MMA. On va dire que c'était pas vraiment du MMA, c'était plus un jour grappling, un jour boxe, un jour lutte. C'était plus décortiqué de cette manière-là. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu vas rester sur un cours de boxe, tu vas commencer à en faire. Et petit à petit, j'ai commencé à faire du MMA quand même de cette manière-là. Je faisais des compétitions de grappling. Et en fait, en France, j'avais fait un peu le tour des compétitions de grappling, les Open, les championnats d'Île-de-France, les championnats de France et tout. J'avais fait tout ce qui se faisait, on va dire, de mieux en France. Donc du coup, après, j'ai voulu passer à autre chose. J'ai vu que c'était quelque chose qui... que la différence du grappling au MMA, MMA, ça demande beaucoup plus d'efforts. C'est beaucoup plus de confrontation, c'est beaucoup plus d'enjeux, et c'est ça qui m'a plu. Donc forcément, après, j'ai glissé dans le MMA, quoi. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je crois que tu t'étais cassé les incisives, comme Damien Lapillus et comme moi aussi. C'était dû à quoi? Comment ça t'est arrivé, ça? C'est lors d'un corps à corps. En fait, ça me l'a fait 2 fois. Lors d'un corps à corps, j'étais dans le hall, j'ai voulu en fait projeter un ami à moi sur une sorte d'Araigoshi, et je l'ai loupé, et lui il est resté gainé. Et la première, je suis tombé et ça m'a pété les 2 dents. C'est du passé, hein, là, ça aide. Ça m'a pété les 2 dents de devant, et en fait, j'ai pu en ramasser, mais ça m'a sonné, hein. Je crois qu'il y a un ami à moi qui en a ramassé une, et le deuxième morceau, je ne l'ai pas vu. Ensuite, j'ai été aux urgences, ils ont pu me recoller un morceau. Et après, quelques années plus tard, mais ça, c'est toujours pas ça, c'était en 2011, 2012. Ouais, ça fait un moment quand même. Et après, quelques années plus tard, c'était pendant le confinement, en fait, je boxais dehors avec des amis, et un ami à moi en fait, qui s'est baissé, qui en remontant m'a mis un coup de tête involontairement, et ça m'a repété l'autre morceau qui avait été recollé. Et c'est comme ça que je me suis fait mal. Tu n'as pas retrouvé l'autre morceau après? Non, je l'ai pas retrouvé. Non, à ce moment-là, j'avais le protège-dents, j'ai entendu un craquement dans ma bouche. Ah, t'avais un protège-dents? Ouais, en fait, il est vraiment remonté avec le crâne là, j'ai entendu un crack, j'ai su que c'était mort. Et le morceau il a dû se répéter, mais c'était impossible de le recoller. Déjà, en fait, c'est le morceau qui avait été recollé auparavant qui s'est recassé, donc c'était impossible de le recoller. Et du coup, je suis resté comme ça quelques temps, et là, j'ai... C'est récent en plus, non? Très récent. Très récent, je crois que ça va même pas une semaine à peine. Comme ça, ouais. Et je voulais te demander, parce que suite à tes 2 combats au 100% Fight, j'ai noté que tu avais fait une pause de 2 ans, je crois, de 2016 à 2018, il me semble. À quoi était due cette pause? Je trouvais pas de combat. Ah, c'est juste pour ça, pendant 2 ans? Ouais, je trouvais pas de combat. En plus, à l'époque, c'était pas... tu sais, maintenant, t'as beaucoup de managers, hein, même sur Instagram, sur Facebook, tu vois beaucoup de propositions et tout. À l'époque, c'était pas comme ça. Le seul manager que je voyais à l'époque, en boîte de 2016, c'était Guillaume Pelletier. Et il avait déjà la Bulgarian Top Team à l'époque? Il était en train de la former à ce moment-là. En début 2016, il était en train de la former, il avait que Malik Merad. Je sais pas si ça s'appelait la Bulgarian Top Team à ce moment-là, mais en tout cas, c'était vraiment dans les tout débuts. Et en fait, de 2016 à 2018, j'ai pas trouvé de combat. Je sors des contenders, c'est après, quelques mois après, j'ai eu des propositions, mais ça n'a jamais abouti. Après, j'ai repris les compétitions de grappling derrière parce que je voyais qu'il n'y avait rien. Mais c'était vraiment le manque de combat. On cherchait. Carrément, je voyais des... J'avais contacté, je crois que c'était en Suisse, il y avait une comment ça s'appelle, une organisation qui s'appelait le Fight Night Series. Je l'ai contacté sur Facebook, tu sais, sur Messenger, je me prenais des vues et tout. Et non, c'était vraiment le manque de combat, le manque d'événements qui faisait que j'ai pas pu combattre. Qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre? Je m'entraînais, hein. Je continuais à m'entraîner en grappling. C'était beaucoup plus du grappling. Je continuais mes compétitions de grappling, et voilà. Après, j'étais quand même jeune, hein. J'avais 19-20 ans. Donc après j'avais quand même j'avais été quand même blasé à un moment donné, genre je trouvais pas de combat, et en plus je voulais passer en MMA, le pancras ça m'avait un petit peu saoulé, donc je voulais vraiment passer en MMA, et
Je voyais tout simplement pas de combat. Parce que forcément, il fallait aller à l'étranger pour. Fallait aller à l'étranger, et même il me semble qu'en France, enfin, si, il y avait quand même les contenders 100% fight, mais c'est juste que je pense que je voulais passer à autre chose. Et même à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de poids lourds à ce moment-là. Le seul qui était acquis, c'était Joumana Cissé, et après à ce moment-là, tu avais Francis qui était déjà à l'UFC, mais il n'y avait pas énormément de poids lourds. Donc c'est-à-dire que même si je crois à l'époque, je pense que j'avais, à un moment donné, j'étais sûrement retourné vers Hatch, mais peut-être qu'il n'y avait pas eu d'adversaire à ce moment-là. Mais si on t'avait mis face à un Francis Ngannou par exemple, à l'époque, est-ce que tu aurais accepté que moi? Bah, tu sais, je réfléchissais pas à l'époque. Hein. Je pense que c'est pas. Je te dis pas que j'avais les armes pour le battre, hein. Je les avais pas à l'époque. Même actuellement, je les ai pas encore, mais ça aurait pas été impossible, hein, parce que moi, quand je suis arrivé. Mon déjà, il était déjà à l'UFC, il me semble, en 2016. Ouais, il était déjà à l'UFC, mais Zoumana, il était encore sur le circuit. 2016, il était à l'UFC, tu penses? Ouais, si, il était à l'UFC, il me semble, Ngannou. Je crois qu'il a signé à l'UFC vers 2015. Ok. 2015-2014, je crois. 2015-2014. Et en fait, pour te dire, juste avant ça, quand je faisais mes compétitions de grappling, c'était le CLS à Sevran. Je me rappelle, je l'avais croisé. Enfin, lui, il avait fait que l'absolute parce qu'il y avait un chèque à gagner. Et moi, j'avais fait les compétitions. Le tournoi là chez les poids lourds, et lui il a fait juste l'absolu, donc peut-être que si j'étais arrivé quelques années plus tard, ça aurait pas été impossible de le croiser au contender sur 100% fight. Hein. Donc ensuite, bah, tu as eu 2 victoires au 100% fight. Ouais. Est-ce que c'était pour la ceinture ou ça c'est Non, ça a été des super fights. À ce moment-là, c'est avec Guillaume Pelletier. À ce moment-là, je travaillais avec Guillaume Pelletier, et c'est lui qui me dit tu sais quoi, vas-y, on va. Parce qu'en fait, entre-temps, bah ouais, quand j'ai ma pause de 2 ans, j'ai un combat en Angleterre. Cage Warrior, c'est ça? Ouais, ça c'était juste avant. D'accord, ok. 2-3 mois avant, je combat en Angleterre. Et en fait, c'est moi qui contacte un gars, je vois qu'il y a un événement qui se fait, je sais plus comment il s'appelait, l'événement c'était à Eastbourne, et je lui envoie un message, il dit ok, bah envoie-moi ton palmarès, envoie-moi ton poids, il me trouve un gars quelques semaines après, donc ça se fait, je gagne. Et c'est encore ce même mec là qui me trouve le combat au Cage Warriors, voilà, c'est à ce moment-là je perds. Sur une décision controversée, mais bon, je vais pas. Bah, j'allais y revenir en plus, justement. Tu vois, et c'est juste après ça en fait que je bosse avec Guillaume Pelletier. Je crois qu'à ce moment-là même, j'ai encore 1 an ou 2 ans d'inactivité. Et à ce moment-là, je bosse avec Guillaume Pelletier et Céline me dit tu sais quoi, on va refaire le palmarès un petit peu parce que tu as pris des défaites assez. Qu'on aurait pu éviter. Donc il m'envoie au 100% fight. Je combats contre Lamine Séné, je crois à ce moment-là, il a 3-0. Après, derrière, je combats contre un autre adversaire, Ayoub, et je crois qu'il avait 0-0. Et ouais, ça me fait 2 victoires en 2-3 mois, je crois. 2-3 mois. C'est là où tu prends la ceinture du. Non, j'ai pas fait cette ceinture. En fait, j'ai fait la ceinture des contenders. C'est celle-là que j'avais pris. Parce que derrière, là, mes ceintures du 100% fight, tu me l'avais proposé. Après, il y a eu le Covid. Il m'avait proposé contre, je sais plus, je crois que c'était contre Florent Navarro. Il m'avait demandé d'affronter Damien Losco, qui est mon ami, ça s'est pas fait. Et derrière, je crois qu'il y a eu le Covid. En tout cas, ouais, mais il me l'avait proposé à un moment donné, la ceinture du 100% fight. Donc entre 2018 et 2020, pardon, j'ai noté que tu avais fait 4 victoires d'affilée, je crois. C'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que pour toi, c'était la meilleure période de ta carrière? Je dirais pas la meilleure, parce que pour être très honnête, hein, je te dis, j'avais à ce moment-là, je crois que j'ai 3-3. Guillaume, mais après voilà, c'était pas non plus des combats gagnés d'avance. En tout cas, je te parle contre Lamine Séné, il était quand même bon. Il avait, je crois, une dizaine de combats au kickboxing. Il avait 3-0 en MMA. Donc j'affronte lui. Après, je dirais pas que c'est. Non, ça n'a pas été les meilleurs moments de ma carrière parce que c'était des victoires, c'était des combats assez. Oui, j'avais des fortes chances de gagner. Pour être honnête, je me préparais même pas même à ce moment-là. Donc non, c'était vraiment en fait pour prendre des victoires et être crédible pour postuler dans des organisations plus avancées. C'était vraiment pour ça, mais c'était pas genre des combats où je pourrais me vanter là-dessus, tu vois. Pas du tout. Et j'ai noté, bah, du coup, je crois que tu t'entraînais avec Abdel Khaznaji, je crois, qui est aujourd'hui l'organisateur du MMA Grand Prix. Et tu pars ensuite au MMA Factory. Je sais pas comment ça se passe, c'est à quelle période? En fait, c'est la période de 2021. En fait, moi j'arrive à Bifight, je crois, non, c'est 2022 que j'arrive au Factory, il me semble. Bref, en tout cas, je suis au Bifight pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Après, il y a eu quand même des problèmes, on va dire, au niveau de la structure, au niveau des problèmes. Abdel a eu beaucoup de problèmes personnels et tout, donc il a commencé. Voilà, il y a eu quelques départs, et moi, le départ qui m'a plus posé des problèmes en fait là-bas, c'est celui de David Beer, qui était notre hit coach. Ouais, j'aimais beaucoup sa méthodologie, donc voilà, mis à part les petits problèmes qu'il y a eu là-bas politiques. Dès que lui il est parti, j'ai vu que c'était le début de la fin. Donc après, à un moment donné, je
j'ai pris mes affaires et j'ai été au MMA Factory à ce moment-là. Et c'est quoi qui t'a fait aller au MMA Factory plutôt en fait, tu sais, même à ce moment-là, je parlais avec mon ancien manager et on essayait de trouver. Parce qu'il était au courant de tous les problèmes qu'il y avait au B-Fight. Tu parles de Guillaume Pelletier Guillaume Pelletier, ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, j'ai changé beaucoup avec lui, il était au courant des problèmes qu'il y avait au B-Fight, donc on essayait de trouver, on va dire, où est-ce qu'on pouvait aller. Ouais. Et en réalité, en France, déjà, quand déjà les bonnes infrastructures, ça commence à se faire. Là, il y a l'US Métro récemment, il y a le MMA Factory qui est là depuis longtemps, il y a la Hatch Academy. Mais déjà, en termes de distance, la Hatch Academy, c'était beaucoup loin. Et même trouver des poids lourds, c'est compliqué de trouver des poids lourds en termes de MMA. En pied-point, tu peux en trouver, mais après, quand tu veux vraiment des bons sparring partenaires en poids lourd, c'est un peu compliqué. Et au Factory, en fait, c'est ce qui se faisait de mieux. Il y a pas mal de poids lourds là-bas. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Okay. C'est comme ça que j'ai contacté Fernand Lopez et j'ai été au Factory à ce moment-là. Donc aujourd'hui, tu n'as pas combattu depuis 2 ans, donc depuis 2021 à l'ARES 2. C'est ça. Tu avais perdu par soumission. Ouais. Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui revenir et recombattre? Qu'est-ce que tu veux prouver? J'ai rien à prouver. Enfin, j'ai rien à prouver. En termes de. C'est la combativité, c'est le fait que je vais poursuivre ma carrière. Et le fait que je suis à la recherche de nouveaux, challenge. De nouveaux challenges. Tu vois, c'est tout simplement ça. Après, le fait que j'ai eu 2 ans d'inactivité, c'est les blessures, c'est ça qui a fait que j'ai été inactif. Par exemple, lorsque je sors du combat là, contre Benjamin Seik, je perds sur soumission, mais juste avant que je tape, avant du Gigatame, il me prend un Kimura Chewy, donc j'ai... Uppercut, pulled battling as well. Uppercuts and hooks, baby. What a push! Show of raw aggression. Benjamin Said on top of his opponent. The left arm is trapped. The left arm bar now. J'ai la cheville qui pète, mais à chaud, je le sens pas réellement. Et c'est après, quand je vais à l'hôpital, je vois qu'en fait, il m'a fait des dégâts. Donc, je sais que je suis plâtré et tout. Donc, et pour te dire, le lendemain du combat, je dis à Fernand Lopez, mais moi, sur la carte d'avril ou de mars, non, de mars, il me dit la carte de mars, elle est complète, je mets sur avril. Mais moi, à ce moment-là, je sais pas que je suis réellement, que j'ai des dégâts et tout. Après, voilà, j'ai pas été sérieux dans la rééducation. Une fois que le plâtre il a été enlevé, j'ai été aidé Alan Bodo, on a fait du sparring dur, j'avais accompagné à l'UFC et tout, donc c'est ça qui a fait envie que ça a empiré les choses, mais je le savais pas encore à ce moment-là, tu vois, j'étais encore sur l'euphorie où je voulais absolument recombattre. Donc du coup voilà, j'ai changé pas mal de choses aussi entre temps, donc c'est ça qui a fait que ça a reculé les choses. J'ai eu après des annulations parce que j'ai eu des blessures, j'ai eu mon dernier combat que je devais faire c'était en début d'année là contre un gars du club de Jean-Michel Foissard. Après 10 jours avant le combat, je vais faire mon fond d'œil. On me détecte 5 lésions dans l'œil droit, 4 dans l'œil gauche. Ah ouais, à cause de quoi? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Forcément je vais te dire que c'est peut-être à cause des coups, après c'est des... Je sais vraiment, il m'a pas réellement donné d'explication l'ophtalmo, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui a fait que mon dossier n'était pas apte, donc j'ai dû amener le combat et derrière j'ai dû faire des séances de laser dans mes yeux, Dieu merci ça va beaucoup mieux. Donc voilà, de retour. Donc entre-temps, tu as pu créer The AB Show. Pourrais-tu nous parler de ce projet et quel est l'objectif aujourd'hui de cette chaîne YouTube? Le AB Show, ça fait un petit moment en réalité, je crois que c'était pendant le fin du confinement. Je crois 2020, je lance la chaîne sur YouTube. Et après, c'est vrai que c'est ces derniers temps que c'était un peu plus connu. Mais de base, j'avais lancé le média en 2020, novembre 2020 à peu près, un truc comme ça. Je voulais le faire avant, mais tu sais, toi qui es maintenant dans les médias, tu cherches toujours en fait à avoir du matos dernier cri avant de te lancer, alors qu'avec un petit téléphone, en fait, tu peux commencer. Donc ça faisait un petit moment, pour te dire, pendant qu'on était en confinement, je me disais, mais en fait, c'est à ce moment-là que j'aurais dû le lancer, tu vois. J'y réfléchissais à chaque fois. Mais tu sais, des fois, t'oses pas. Et en vrai, tu sais, faut se lancer. Donc c'est vraiment ça qui a, entre guillemets, retardé le truc. Et l'objectif, c'est de parler MMA parce que, tu sais, en fait, entre potes, on parle de MMA. Quand je bossais à l'époque en boîte de nuit, toute la nuit, avec les collègues leaders, ça parlait de MMA. Tu bossais en boîte de nuit aussi? Je bossais en boîte de nuit, ouais. Les gens que je croise, vu que je suis dans le milieu, ils me parlent de MMA. Donc, tu sais, sur Instagram, je faisais beaucoup de sondages, j'avais pas mal d'interactions. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer aussi son podcast, et c'est comme ça que c'est parti.
Et justement, tu m'as parlé que tu travaillais en tant que videur en boîte de nuit. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis du MMA ou tu continues à côté de ça à travailler? En fait, je gravite autour du MMA, mais je ne peux pas dire que j'ai envie. Après, je suis coach aujourd'hui, tu vois, donc je donne des cours. J'ai arrêté de travailler la nuit. Je travaillais en tant que videur, comme je te l'ai dit, mais ça, j'ai arrêté parce que ça me décalait. Voilà, bon, puis même le monde de la nuit, je suis pas trop fan. Ça me décalait quand même aussi dans mes entraînements. Tu sais, le fait de terminer par exemple le dimanche et le samedi à 6h du matin, le lendemain, quand tu vas au sparring, le lundi midi, bah, tu es encore un peu décalé, tu récupères mal et tout, tu vois. Donc, non, je pourrais pas dire que j'ai envie, en tout cas, pas grâce à mes combats. J'ai envie pas grâce au podcast parce que je travaille aujourd'hui en tant que coach, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que je peux vivre tout en m'entraînant, quoi. J'ai noté que parfois tu subissais des critiques par rapport que ce soit à tes podcasts ou à tes combats. Toi, comment tu réagis par rapport à tout ça? Bah honnêtement, en plus je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Je suis quelqu'un de relax et qui passe vite à autre chose, tu vois, même dans la vie de tous les jours. Hein. Comment je réagis? Bah je dis que quand tu tu te médiatises, bah il faut aussi en assumer les conséquences parce que forcément, même si tu dis que le soleil il est jaune, il y en a un qui va dire que le soleil il est violet et lui il aura autant d'arguments que toi pour te prouver que le soleil il est violet. Ouais. Donc en fait c'est comme ça, il faut faire avec, hein. Tu sais, il faut faire avec. Comme je dis, tu te médiatises, tu as 100, 200, 300, 1000, 10 000, 20 000 personnes qui te suivent. Bah forcément ça va créer de la contradiction. Il y en a un qui va pas aimer ta posture, il y en a un qui va pas aimer ta manière de parler, il y en a un qui va pas aimer ta voix. C'est comme ça. Il n'y a que quand on fait rien que bah il se passe rien, tu vois. Donc c'est comme ça. Franchement, je passe au-dessus honnêtement. Ça me fait pas grand-chose. Ça, même les critiques que tu vas recevoir, ça va pas être réellement ça va pas être, on va dire, des comptes avec une personne que tu vas pouvoir identifier, tu vois. Donc en réalité, non, je les prends pas. Ça va. T'as jamais de mec qui est venu en face de toi pour te critiquer? Non, justement, en plus, le paradoxe, c'est qu'en général, quand tu vas croiser certaines personnes et tout, ils vont être vraiment bienveillants, tu vois. C'est vraiment sur les réseaux qu'il y a ce côté malsain. Mais dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui sont bienveillants, qui vont te checker, qui vont te dire quelques petits mots, tu sais, quelques petits mots agréables à entendre, tu vois. Donc, Internet, c'est Internet. Hein. C'est vrai. C'est comme ça. Et dans tes podcasts, généralement, tu parles énormément de MMA, que ce soit de MMA, que ce soit de l'UFC ou des petites organisations en France. Selon toi, aujourd'hui, quels sont les combattants français à suivre? Les combattants français à suivre, là, forcément, on est le lendemain de l'UFC 295. Donc, Benoît Saint-Denis, là, comme je disais, c'est dur de ne pas croire en lui. Hein. La manière dont il gagne, la manière dont il performe, la manière dont il finit les combats, tu peux que être dans le train. Après, les combattants à suivre, tu me diras quoi, des prospects? Ouais. En prospect, je dirais Axel Sola. C'est quelqu'un, je pense, à suivre. Il y a qui d'autre en prospect? Je ne veux pas parler de Saladin Parnasse parce que pour moi, c'est des gens qui sont déjà lancés. Après, peut-être dans le MMA amateur ou... Dans le MMA amateur, j'ai pas tous les noms malheureusement en tête. Le Coca. Comment il s'appelle? C'est Ibrahim Movsar. Ouais, c'est ça. Franchement, lui m'a vraiment épaté avec Théo Muris aussi. Ouais. Il y avait qui d'autre? Il y a le jeune Suil là. Après, il n'a pas fait d'événements comme l'UAEF, mais il a fait les Europes, les mondes et tout, et les championnats de France. Il est pas mal. Il y a Delphine, une élève à Nicolas Haute et des Mamou du Gym. Franchement, je l'ai déjà vu se parier et tout. En plus, je trouve qu'elle a un très très fort potentiel. Il y a qui d'autre après? Il y a des noms forcément qui vont me sortir de la tête, mais en tout Patrick Abirora, des gens comme ça à l'AEF. Patrick. Ouais, tu vois c'est qui? Si, bien sûr, j'ai échangé avec lui à la fin de l'EF, mais si. Lui, il a un très très beau bras arrière. Il a fait. C'est à ce moment-là que je l'ai connu, je crois que c'était pendant les mondes ou pendant les Europes. Lui aussi, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on doit suivre de très très près. Et tu vois, la maturité qu'ils ont à leur niveau, dans le niveau amateur, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver en pro, tu vois, Toi, t'avais pas cette maturité-là Non, comme je t'ai dit, je me suis lancé directement les deux pieds dans le plat. Donc, la maturité qu'eux, ils ont acquis, là, je me dis, ils ont vraiment un avenir très, très brillant. Forcément. En pro, tu vois. Toi, ça fait un moment que tu suis le MMA, on peut le voir notamment en photos qui sont affichées ici. Quels sont les moments qui t'ont plus marqué, on va dire, en tant que spectateur, que ce soit à l'UFC, que ce soit au Bellator ou dans d'autres organisations?
En tant que spectateur, je veux dire. Un moment qui m'a marqué, Ngannou contre Derek Lewis. Ah ouais? Ah oui, oui, forcément. Oui, c'est rien passé, ouais. Il s'est rien passé, mais sinon. Le combattant les plus ennuyeux. Le combat, moi, qui m'avait vraiment scotché, c'était Robbie Lawler contre Rory McDonald. Rory McDonald 2. Ce combat-là, je me rappelle, c'était fou. Tu l'as vu en direct? Je l'ai vu en direct, ouais. Ce combat-là, c'était fou. Après, il y avait Ronda Rousey quand elle avait battu. Je crois que c'était Lise Carmouche, je sais plus. Ouais, au tout début. À ce moment-là, c'était vraiment, on va dire, c'est à ce moment-là que je commençais déjà sur le MMA. Il y avait John Jones contre Teixeira. C'était tout simplement, il y avait un petit geste technique, mais c'était la première fois que je voyais en fait un gauche-droite, mais avec les coudes. Et je me rappelle, c'était incroyable. La séquence, elle est folle. Mais cette séquence-là m'avait surpris. Et voilà, pour parler des moments qui m'ont surpris. Ouais. Ok. Je voulais te demander, je voulais te poser une question tout simplement. Tu n'es pas très grand pour un poids lourd. Est-ce que tu as déjà été en difficulté par rapport à ta taille? Et sinon, comment tu arrives à faire la différence, toi? En combat, non. J'ai pas eu de. En tout cas, j'ai jamais ressenti de difficulté à tenir, à casser la distance ou à toucher mes adversaires. Parce que je suis petit, je suis 1m76, 78, mais je trouve que j'ai une bonne allonge. Mais à l'entraînement, bien sûr. À l'entraînement, quand je tombe sur un mec comme Paulin ou un mec comme Cyril Gagne qui ont une bonne allonge et qui savent bien la tenir, ouais, c'est compliqué. Après, j'ai développé un style qui fait que je peux, on va dire, rivaliser avec des gars beaucoup plus costauds et beaucoup plus grands que moi. Donc, je fais en sorte de compenser cette défaillance-là par la technique, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'arrive, on va dire, à rivaliser avec les poids lourds. Tu as déjà pensé à descendre, par exemple, en 93? Je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Après, je préfère y aller étape par étape. Là, je suis concentré sur le prochain combat. Je suis encore en poids lourd. Je pense que je vais en faire encore quelques-uns. Et après, Inch'Allah, plus tard, ouais, je pense qu'il faudra y aller à un moment donné, tu vois. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, tu penses à ton prochain combat. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Et selon toi, comment va se terminer le combat? Forcément, je pense à une victoire. Je pense à une victoire de mon côté. Qu'est-ce que je pense de lui? Écoute, je pense qu'il fait partie un peu des poids lourds nouvelle génération, qui bougent très très vite, qui ont les mains rapides. D'ailleurs, c'est le. Un peu comme Aspinal, quoi. Ils sont teammates, les deux, ils sont partenaires d'entraînement. Donc, il va falloir être vigilant. Va falloir avoir un bon coup d'œil. Il va falloir être très technique. Il va falloir être prêt aussi physiquement. Mais il est bon. Il a claqué un 49 secondes dernièrement, malheureusement, contre un Français avec un partenaire d'entraînement, Kenzo. Geoffrey Holton, the first one to attempt a couple of swings against Kenzo Swan. The youngster down! Oh my goodness me! The referee stopped it! Mais il est bon, franchement il est bon. Quand tu le regardes, il est bagarreur, c'est un Anglais, ils aiment la bagarre. Il a les mains qui vont très très vite. Donc il va falloir avoir la garde bien haute et bien bouger la tête. Comment tu vas faire la différence selon toi? Comment je vais faire la différence? Écoute, sur mon intelligence et ma technique. Je pense que c'est ce côté-là que j'ai en plus sur certains poids lourds. Donc je vais faire en sorte d'imposer ma supériorité technique, en tout cas dans ce combat. Et après, on verra comment ça se termine. Honnêtement, j'ai pas de. C'est pas que j'ai pas de préférence, mais si je peux l'éteindre debout, je l'éteins debout. Si je peux prendre une soumission, je la prends. Si c'est une décision, là, honnêtement, je suis concentré sur la performance avant tout. Peut-être plutôt que de chercher à aller le soumettre. Non, là, je suis concentré sur la performance avant tout. Là, le but, c'est de revenir correctement, de prendre une victoire, peu importe que ce soit la décision par TKO, par soumission. Le but, c'est vraiment de faire une belle performance et de prendre une victoire. Pourrais-tu me rappeler quel âge tu as, Boulox? Là, j'ai 27 ans, là, je commence à me faire vieux. Non, ça va. J'allais dire justement que quand même, tu restes assez jeune, malgré que tu aies commencé ta carrière il y a un moment déjà. Donc, quels sont tes objectifs, mis à part bien évidemment le fait que tu dois gagner le 15 décembre? Comptes-tu
persévérer à l'ARES jusqu'à, pourquoi pas, atteindre la ceinture de l'organisation, ou bien aller dans d'autres organisations, essayer un peu d'aller... Bah, honnêtement, déjà en France, ce qui se fait le mieux là, ces dernières années, c'est le ARES. En Europe, tu sais, il n'y a pas tellement d'organisations, mis à part l'Octagone, Il y a le le Cage Warrior. KSW, le Cage Warrior, mais le Cage Warrior, déjà sur les poids lourds. Le dernier poids lourd à avoir combattu le Cage Warrior, je crois que c'était Thomas Pinal. Pour déjà qu'il n'y a même pas de roster des poids lourds là-bas. Donc, non, je suis bien à Arès, donc je resterai à Arès. Et, tu sais, aujourd'hui, c'est un petit peu mal vu de parler du UFC lorsque tu fais une interview, j'ai l'impression. Ouais, Mais c'est forcément, vrai. comme je t'ai dit depuis le début, que ce soit au judo ou quand j'étais au rugby, moi j'ai toujours cherché à affronter les meilleurs, à avoir les meilleures confrontations. Donc, forcément, l'objectif à long terme, c'est d'aller à l'UFC. Et si tu me demandes est-ce que je pense en avoir les moyens, bien sûr, il va falloir redoubler d'efforts. Après, il va falloir vraiment faire beaucoup plus de sacrifices que j'en fais maintenant. Mais ouais, pour le moment, sur un objectif à court terme, c'est d'être actif. Tu Ouais, vois, parce que là, ça fait un moment j'ai que... pas mal d'inactivités en tout. Et de faire des belles performances. Et après, de là, on pourra mettre des petites mises à jour sur les objectifs, quoi. Ça marche, Boulox. En tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui regardent l'interview? Bah écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette interview. J'espère que ça a été agréable à écouter. Merci à toi de me donner l'occasion Avec plaisir. de parler, de m'exprimer. Et voilà, on fera pour la suite. Merci beaucoup à toi aussi. Au plaisir. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Également suivre Abou sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter. T'es sur Twitter, toi? Ouais, je regarde plus que ce qui se passe, que je suis pas trop actif dessus. Et sur Instagram, sur YouTube. Bref, et nous on se retrouve pour d'autres documentaires, d'autres podcasts, d'autres interviews sur le parcours. Salut.